Allô tout le monde! Bienvenue au podcast L'Autisme, on en jase, présenté par la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue et produit par le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On va commencer par se présenter. En fait, nous, on est 4 étudiantes finissantes en technique de travail social. Donc, moi, c'est Annabelle Thiboutotte. Maude Bégin. Moi, c'est Naomi Bergeron. Et moi, c'est Charliane Giasson. Fait que nous, dans le fond, pour notre dernière année, dans le cours PIC, qui est Projet d'intervention communautaire, nous avons décidé de faire des podcasts qui parlent de la réalité de vie de l'autisme. Oui, dans le fond, on veut réaliser 4 épisodes, puis on veut que le premier épisode soit diffusé le 2 avril parce que c'est la Journée internationale de l'autisme. Puis le mois d'avril en tant que tel, c'est le mois de sensibilisation pour l'autisme. Donc, on va mettre un épisode à chaque semaine. Donc, restez à l'affût, puis bonne écoute. Merci. Bienvenue les filles au podcast L'Autisme, on en jase. Donc, bienvenue. Est-ce que c'est votre première expérience de podcast? Pour ma part, oui, c'est ma première expérience. Oui? OK. Pour ma part aussi. Parfait. Ouais. Des nouvelles dans le domaine du podcast. Fait qu'on peut peut-être commencer par se présenter. Ouais. En fait, nous, comme vous le savez, on est étudiantes en 3e année de technique de travail social. Puis, on fait un projet par rapport à l'autisme avec, dans le cadre de notre cours Projet d'intervention communautaire. Fait que moi, c'est Annabelle. Moi, c'est Charliane, puis comme vous le savez, on le fait en collaboration avec la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue. J'espère que vous le savez, parce que sinon, On est mal pris. Ouais. Fait que vous pouvez peut-être commencer par vous présenter, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi qu'on vous a invité ici. Bonjour, donc mon nom est Caroline Vincent, je suis directrice générale de la Société de l'autisme en Abitibi-Témiscamingue. Donc, je viens aujourd'hui vous rencontrer suite à votre demande au sein de notre organisme de participer, le tout pour promouvoir l'autisme et en parler, puis défaire peut-être un petit peu les préjugés aussi. Ouais. 100%. Moi, c'est Claudie. J'ai fait ma technique en travail social il y a 2 ans. Je suis rendue au bac en travail social ici à Rouen. Je travaille depuis environ 1 an à la SAAT. Moi, je suis au centre de jour et cours d'eau pour le camp d'été. Fait que là, est-ce que tu gradues ton bac cette année? L'année prochaine. L'année prochaine, OK. Parfait. Fait que toi, là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, le projet d'intervention communautaire, c'est pas nouveau. Ah non. Super. Fait que merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. Oui, mais merci. Je le dis merci moi aussi. On a préparé quelques questions, mais c'est sûr que aussi on veut y aller sous forme de discussion. Donc, on pourrait commencer par c'est quoi l'autisme pour les personnes qui ne le savent pas, pour nous, autant pour avoir plus d'informations, parce que c'est aussi ça le but du podcast, d'informer. Dans le fond, on va commencer avec l'autisme, que c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est un état, ce n'est pas une maladie. Donc, la personne, à la naissance, peut vivre avec le trouble du spectre de l'autisme. Pour faire un bref, si on veut, un petit résumé, puis tu pourras peut-être après ça un petit peu expliquer. Le trouble du spectre de l'autisme regroupe quand même certains troubles du développement chez l'enfant, que ce soit le trouble de l'Asperger, le trouble... je veux dire, le TED, trouble envahissant du développement également. Généralement, on peut voir, ce qui est très, très fascinant avec l'autisme, c'est la gamme de différences entre personnes autistes et entre personnes TSA, qu'on peut avoir une personne très fonctionnelle et avoir d'autres personnes qui ont besoin d'un accompagnement à vie, en fait. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est un spectre, dans le fond. OK. Parce qu'il y a comme plusieurs degrés de certains niveaux. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, pas la majorité, mais quand même 80%, il me semble, des TSA qui ont un autre diagnostic. Ça peut être une DI, ça peut être le TDAH ou schizophrène, bipolaire. OK. De la comorbidité, comme on appelle, ouais. Tout à fait. OK. Ah, c'est sûr que, moi, je sais pas si vous le savez, je l'ai dit là, je le dis. Moi, mon petit frère, il est autiste. Puis, tu sais, je trouve que c'est ça qui est pertinent de savoir que, autant que moi, mon frère, ma soeur, c'est telle personne, mais que un autre, c'est complètement différent, là. Tu sais, mettons, Mathias ne définit pas l'autisme en général. Tu sais, Mathias, c'est Mathias. Il vit ça de sa façon à lui, mais c'est ça, on va pouvoir en reparler davantage de tout le vaste spectre puis des différences qu'il y a, là, en fait, là. Puis, c'est sûr que, mettons, il y a beaucoup de monde qui... Avant, je pense que c'était plus
une pensée pas vraie, mais qui disait que l'autisme était causé par un abandon quelconque. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Je sais que c'est pas vrai, là, mais... C'est pas vrai, tout le monde. C'est pas Non, vrai. c'est pas vrai. Non, effectivement, c'est pas vrai, mais ce qui est très cocasse, à un moment donné, alors que j'étais au bureau, je faisais du ménage dans nos archives, j'ai tombé sur un manuel de 1983-85, OK. quelque chose comme ça, et c'était dit que le trouble de l'autisme était dû à un manque d'amour venant de la mère. Oh. Alors, ça a vraiment évolué Ouais. depuis, je vous dirais, quand même... quarantaine d'années, puis heureusement, parce que Oui. on s'entend que c'est pas du tout à cause d'un manque d'amour. Au contraire, je dirais que les mamans d'enfants autistes, ils ont de l'amour à donner Ouais. énormément. Mais il y en a... Ben, tu sais, de ma part, il y en a vraiment beaucoup à donner. Puis, tu sais, Mhm. ça fait partie de la game, dans Mhm. un sens. Là. Ouais. Mais, dans le fond, l'autisme, selon vous, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas scientifique ici, là, mais ça serait causé par quoi? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait pas? Il y a plusieurs facteurs. Il y en a qui disent que c'est à cause de l'arsenic à Rouen, puis c'est pour ça qu'on a plus d'autos à Rouen comparé à d'autres Ok. villes en Abitibi. C'est sûr qu'il y en a qui disent que c'est dû à la négligence dans le bas âge, parce que la majorité des enfants sont diagnostiqués vers 3-4 ans. Fait qu'il y en a qui pensent que c'est dû à ça. Il y en a qui... Il y a vraiment beaucoup de causes, mais Mhm. la majorité, c'est pas fondé à 100% aussi. Il y a beaucoup de préjugés qu'on entend. OK. Mais est-ce que c'est des causes qui sont plausibles? Tu sais, tu parles de l'arsenic. Est-ce que ça pourrait expliquer dans certains cas ou pas du tout? C'est une théorie qui fait pas de sens pour vous? Actuellement, je dirais que c'est plus une théorie. Par contre, on s'entend qu'il y a une certaine forme d'autisme qui est héréditaire. Donc, même si ton enfant est autiste, s'il n'y a pas la forme héréditaire, ce n'est pas nécessairement le cas pour ces enfants qui n'auront pas nécessairement le spectre de l'autisme. OK. Par contre, je sais que si ma mémoire est la bonne, parce que je n'ai pas mes notes devant moi, il y a un institut à Toronto qui est en train de faire des recherches pour justement être en mesure de diagnostiquer quelle forme d'autisme que la personne a. Est-ce que c'est héréditaire? Et actuellement, ils font des recherches au niveau de l'environnement. Est-ce qu'il y a des causes environnementales qui pourraient créer l'autisme? OK. Ben, faire en sorte que quelqu'un vit avec l'état du trouble de l'autisme. Mais c'est pas encore, les recherches n'ont pas encore été, si on veut, mises sur la table, ils n'ont pas passé au conseil disciplinaire. Alors, tout est embryonnaire encore à ce niveau-là. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas dû au vaccin. Cette théorie a été écartée depuis belle lurette. Puis, excusez-moi, justement, tu en parles des différentes formes d'autisme, tu parles justement de l'hérédité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu davantage? Est-ce que dans la majorité des cas, c'est une forme héréditaire ou ça n'a pas rapport? Puis, Je dirais que c'est un mix des deux pas mal. Ben, en fait, pour pouvoir diagnostiquer si c'est environnemental, excusez-moi, si c'est héréditaire, il faut faire les tests. Alors, tu sais, c'est pas... On peut pas le voir à l'œil. Ah oui, lui, c'est héréditaire. C'est sûr que des fois, on peut faire des liens dans la famille. Il y a beaucoup de parents qui se retrouvent avec un enfant avoir été diagnostiqué autiste. Puis là, il fait « Oh, mais moi, je suis comme mon fils, je suis comme mon enfant. Est-ce que moi aussi, je suis autiste? » Alors là, on pourrait dire héréditaire, mais il n'y a pas moyen d'avoir la réponse de manière officielle sans avoir passé des tests. Puis c'est pas tous les systèmes de santé, les centres de santé qui les font non plus. OK, qui offrent ces tests-là. OK, je comprends. Surtout qu'il y a beaucoup d'enfants, un peu comme le TDAH, là, il y a beaucoup d'enfants qui imitent leurs parents en grandissant. Fait que si le parent, il est autiste, puis l'enfant ne l'est pas, mais il a juste acquis des manières de son parent, ça se peut aussi que c'est un faux diagnostic. OK. Qui adopte des comportements de Est-ce que son ça, parent autiste. ça se voit-tu souvent, là, pour vous? Moi, je l'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu dans 2 cas depuis que j'étais à la Société de l'autisme, mais c'est pas monnaie courante qu'un diagnostic est abandonné. OK. Mais oui, c'est déjà arrivé que ça ait un mauvais diagnostic dans la jeunesse, puis en vieillissant, ils se sont rendus compte que c'est un autre type de trouble. OK. Puis, tu sais, moi, j'ai aussi travaillé pendant 2 ans un camp de jour à Val-d'Or pour les jeunes autistes. Puis, tu sais, c'était pas rare qu'on avait des fratries aussi. Tu sais, on en avait quasiment 4-5, là, tu sais, de familles différentes. Là, fait que ça en fait beaucoup. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, c'est parce que c'est pas génétique, c'est... Les les proportions sont bizarres, là. Ben, souvent, le parent peut être porteur Mhm. sans le développer aussi Ok. dans son système cognitif. Là, je sais pas c'est lequel, mais souvent, il peut le transmettre à ses enfants, puis souvent, c'est pas rare qu'un enfant peut les Mhm. autres peuvent les avoir. On le OK. voit quand même souvent aussi.
Ouais. Cependant, peut-être que les petits enfants-là ont besoin de moins de mesures d'adaptation, sont Mhm. capables d'être fonctionnels sans avoir nécessairement le diagnostic. Il y en a beaucoup aussi qui ils ont leurs enfants qui ont eu un diagnostic. Ils vont chercher, mais ils vont pas chercher les mesures d'adaptation. Ils vont juste chercher le diagnostic pour dire « OK, maintenant, je comprends pourquoi je me sentais différent », mais ils n'ont pas nécessairement besoin en milieu d'emploi d'avoir des adaptations d'autres. Oui, par contre. C'est ça, tu sais, justement, c'est un spectre, fait qu'il y a plusieurs cas, il y a plusieurs niveaux d'intensité. Tu sais, autant que pour une personne, ça l'affecterait beaucoup, alors que pour d'autres, non. Fait que c'est pour ça que ça vient déterminer si c'est fonctionnel ou pas, là. Ouais, fonctionnel versus non fonctionnel. Ça, on va pouvoir y revenir tantôt quand on va parler du spectre de l'autisme. Mais j'aimerais juste savoir avant, est-ce qu'il y a, tu sais, on parle de diagnostic depuis tantôt, est-ce qu'il y a comme des causes ou des symptômes, là, si on veut, je me sens en gros guillemets, qui peuvent mener à un diagnostic, tu sais, un parent qui a un enfant autiste, comment il peut peut-être se rendre compte qu'il peut y avoir quelque chose puis que ça le mène à aller Les consulter? questionnements, qu'est-ce qu'ils questionnent? Ben, la majorité, comme on a dit tantôt, vers l'âge de 3-4 ans, les enfants sont souvent diagnostiqués là, mais c'est pas pour rien, parce que le programme Agir tôt, que chaque enfant, je pense que c'est chaque enfant, pas mal, qui doit le passer, Mhm. ça va juste regarder tout ensemble s'il y a un trouble de langage, un retard mental ou tout ça. Fait que là, moi j'en ai fait quelques-uns de ces dépistages-là, puis il faut vraiment que tu ailles chercher, puis c'est long. Mais il y a beaucoup d'enfants, c'est juste suite à ça. OK. L'intervenante a dit vous devriez aller consulter pour voir si il n'y a pas un diagnostic de TDAH ou l'autisme ou il y en a Quoi beaucoup, que ce là. soit, Ouais. là, ouais. Puis, j'ai déjà vu, mettons, plusieurs cas que jusqu'à ce qu'il y ait 2 ans, ils ont un développement dit normal, puis à partir de 2-3 ans, ils régressent. Ça, est-ce que vous avez vu souvent ça? Qu'est-ce que vous en pensez, mettons? Bien, voir, c'est très, très Ouais. rare qu'on a, parce que notre camp estival accueille les enfants à partir de 4 à 5 Ouais. ans. Donc, voir un enfant de 2 ans qui régresse, généralement, la pédiatre va prendre ça assez rapidement, puis ça sera pas au sein de la Société de l'autisme qu'on va avoir à intervenir à ce niveau-là. Par contre, il peut arriver plusieurs facteurs qu'un enfant qui soit TSA ou typique ait une régression rendue à 2 ans. C'est pas rare au point que c'est vraiment tourné vers l'autisme. Ça pourrait être l'arrivée d'un frère et sœur à 2 ans, qu'après, il va avoir une régression au niveau, par exemple, de la propreté. Donc, ça peut arriver que ce soit un enfant typique ou un enfant TSA ou des mêmes déficiences intellectuelles. Mais ça se peut que ça soit juste, comme tu dis, une perturbation dans son quotidien, puis que cet enfant-là réagisse, mais qu'il n'y ait pas de diagnostic à porter, ni rien. Là. Fait que si je comprends bien, c'est sous référence plus que les parents vont aller consulter un pédiatre. Ben, il peut y avoir aussi des sonnettes d'alarme chez le parent s'ils voient leur enfant faire beaucoup de flapping, avoir des comportements de type répétitif, puis utiliser un objet, pas selon l'utilisation ou la fonction qu'il a, mais vraiment sur une autre fonction. Par exemple, les petits autos, il ne joue pas à les faire rouler, il les met en ordre de couleur. Ça peut être des signes. Prendre un panneau d'armoire puis faire le bruit constamment. Ça aussi, c'est une stimulation pour eux autres. Ça peut être un signe d'un comportement répétitif. Il peut avoir aussi un problème de langage. Tu me dis si je me trompe. Il peut avoir plusieurs petits comportements que ça soit aussi, j'ai pas le bon terme, cette balle. Oui, du rocking. Il y a de l'écholalie. L'enfant, il développe, oui, la parole, mais pas la parole « je veux un verre d'eau ». Par exemple, répète. Voilà. Maman dit « veux-tu un verre d'eau? Veux-tu un verre d'eau? » Il va continuer à répéter la phrase. C'est pas nécessairement l'apprentissage du langage. Il fait juste répéter ce qu'il entend. Je serais rendue à vous demander, c'est quoi le spectre de l'autisme? Tu sais, depuis tantôt, je dis on va y revenir. C'est là qu'on y revient. Le spectre, mettons, en général, pas le... Tu sais, c'est comme on en a parlé tantôt, mais vraiment comme... C'est quoi le spectre, en fond? Dans le fond, c'est vraiment comme... Moi, je le vois comme une échelle, mais pas comme ça. Vraiment comme ça. Puis c'est comme un degré de couleur, un peu. Moi, je l'explique aux enfants, fait que c'est un peu imagé. Mais souvent, c'est comme... Ça peut pas être juste noir ou juste blanc. Fait qu'il y a plusieurs couleurs. Puis même si l'enfant il a été diagnostiqué, exemple, TSA léger dans le rouge, ben, il peut avoir une journée dans le vert. Fait que c'est vraiment comme ça. Ça dépend vraiment de son état de la journée même. Peut-être qu'une seconde après, tu vas avoir une crise. Peut-être qu'une
une semaine, tu n'auras pas de crise. Fait que ça dépend de chaque facteur là, dans l'environnement de la personne. OK. Ben, je trouve que ton exemple de l'échelle est super. Moi, en fait, je me l'imagine comme un nuage. On a chacun notre façon d'imaginer. Moi, c'est sûr que au niveau des enfants, je trouve que ça l'explique très bien parce qu'effectivement, un enfant, il peut arriver une journée qui va être au niveau vert, une journée qui va être au niveau rouge, des désorganisations, des crises. Moi, pourquoi je l'imagine plus comme un nuage, c'est que le spectre est tellement large. Il regroupe tellement de caractéristiques différentes et tellement importantes. Puis souvent, des fois, on a l'impression, nous, en tant que personnes typiques, de toucher une petite branche, un petit coin du nuage, parce qu'on peut avoir une personne autiste qui va être très introvertie. Il ne cherche pas le contact. Il est bien seul. Il aime avoir une personne à côté, mais il ne rentrera pas en relation avec cette personne-là. C'est un petit peu comme les jeux parallèles des enfants vers l'âge à peu près de 2 ou 3 ans. Tandis qu'il y a des personnes autistes qui veulent être en contact. J'en vois beaucoup qu'on veut sociabiliser, mais ils sont maladroits parce qu'ils ne comprennent pas le second puis le troisième degré. Tu sais, le sarcasme, là, ils ne le comprennent pas. Tout est au premier degré, donc ils peuvent être très fonctionnels, mais ils peuvent vivre énormément d'anxiété. Ils peuvent vivre énormément de moments d'incompréhension parce que, tu sais, un message, hein, je vous parle, ce que tu entends, ce que je reçois, etc. Ouais. Ça peut être déjà complexe pour une personne typique. Donc, pour ces personnes-là, ça va être une coche au-dessus. Donc, voilà, on peut aussi trouver des personnes très non fonctionnelles, même à l'âge adulte, mais qui vont quand même avoir bien établi leur routine. Ils vont aussi, certains avoir, pas tous, mais de la médication pour les aider également. Mais ces personnes-là vont toujours besoin d'un accompagnement parce que tout ce qui est hors de ce qu'ils ont appris, la mesure qu'ils étaient capables d'apprendre, bien, ils vont avoir besoin d'une personne pour l'accompagner puis faire des nouvelles acquisitions. Justement, si on peut faire un petit résumé de c'est quoi fonctionnel versus non fonctionnel pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être savent pas c'est quoi. Comme tu dis, personne non fonctionnelle, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de quelqu'un d'autre pour pallier à ses besoins puis à sa routine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Si je peux rajouter juste une petite affaire, je pense que il peut être fonctionnel pour certaines choses, mais non fonctionnel pour d'autres choses. Par exemple, il peut être capable de se laver tout seul, puis faire ses soins d'hygiène tout seul, mais il n'est pas capable de se faire à manger. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout. Ben, c'est un spectre, là. Ben voilà, je pense que ça résume quand même bien. Quelqu'un qui a un autisme fonctionnel, il va être capable d'aller à un travail. Certains vont être capables de conduire un auto. Il y en a d'autres qui ne sont pas permis. Ils n'ont pas le droit de conduire parce qu'ils peuvent tomber lunatiques, ils peuvent avoir des petits problèmes d'attention. C'est une personne qui va être capable de dire, bon, on est lundi, on est au dimanche, la semaine commence, il faut que je fasse mon lavage. Bon, je vais le faire. Tandis qu'une personne qui est non fonctionnelle, c'est qu'il va avoir un tuteur généralement à vie. Il va être soit dans une résidence de type alternative ou il va être resté chez maman, papa ou la personne qui s'en occupe. Ça pourrait être la fratrie aussi. Puis il va toujours avoir besoin de quelqu'un pour subvenir à ses besoins. On s'entend besoin de base, se loger, se nourrir, se vêtir. C'est à ce niveau-là. Assurer son hygiène. Ou faire sûr qu'il fait une bonne hygiène, aide à raser, raser la barbe. Parce que pour certaines personnes autistes, la notion de se couper les cheveux, c'est comme si tu lui coupais une partie de son corps. Ils ne comprennent pas que tu ne sens rien. Ça, c'est tu viens de me couper mon corps. Ils ne comprennent pas le second degré de juste on coupe les poings pour avoir des beaux cheveux. Ouais. On est là-dessus justement avec mon frère pour sa barbe. Il veut pas 18 ans. T'as plus 12 ans, là. Maintenant, t'as de la barbe. Puis là, faut comme... C'est l'initiative aussi de le faire, là. Ouais. Comment ça fonctionne, vous autres, tu sais, au centre de jour, par exemple, ou le camp d'été, quand vous avez des personnes qui sont non fonctionnelles, comment que vous intervenez auprès de ces personnes-là? C'est quoi comme vos tâches, votre routine, si on veut? C'est très différent, les deux. Là. Le camp d'été, on a du non-fonctionnel, mais ils sont très jeunes. On en a très peu en haut de 15 ans, là, quand même. Mais ils ont quand même des belles capacités à quand même devenir fonctionnels, certaines personnes, mais d'autres sont encore en apprentissage puis ils ont comme pas encore 15 ans mentalement pour eux. Ils sont pas rendus là. Ils sont très verbaux, les personnes au camp de l'été, là, comparé au centre de jour. On a quand même quelques personnes verbales un peu plus qui s'en viennent aussi, mais dans les non fonctionnels, souvent, justement, elles sont pas verbales. Fait que là, c'est comme plus difficile de comprendre ce qu'ils veulent. Les pictogrammes, il y en a qui l'utilisent plus, il y en a plus moins.
Fait que nous, le matin, souvent, on fait la routine avec eux, puis ils en connaissent plus que nous, leur routine. On fait juste les suivre. Le matin, c'est quand même relax. Là. Souvent, l'effet des médicaments embarque aussi, fait qu'il y a comme beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'arrivées, fait qu'il y a quand même beaucoup de mouvements ici au centre de jour. Fait qu'il y en a que ça les fait un peu capoter de faire « Ah, elle n'est pas arrivée, pourquoi elle n'est pas arrivée, tu sais, cette personne-là. » Puis même que nous, si on peut être malade aussi, ils vont le dire toute la journée. « Ah, pourquoi Claudie n'est pas là? » Tu sais, Claudie, cette journée-là, je suis supposée être là. Fait que, tu sais, c'est quand même... C'est un changement dans leur routine. C'est ça. Fait que le matin, on voit quand même leur humeur, là, comment ils peuvent être. Puis on peut déterminer s'ils sont fragiles, si on va avoir une meilleure journée. Puis on voit l'ouverture aussi pour... Si l'après-midi, si on va être capable avec eux de faire une activité ou non. C'est ça, notre but, c'est d'en faire une à tous les jours. OK. Mais des fois, ça n'arrive pas. Là. C'est correct aussi, mais il faut les mettre en action, puis c'est ça qui peut être compliqué. Ouais. Parce qu'ils veulent peut-être pas faire de la peinture aujourd'hui, puis ils auraient peut-être fait autre chose. Puis si c'est ça, ben on va essayer. Mais nous, on essaye à chaque mois de faire un calendrier, puis à chaque journée, il y a une activité en après-midi. Puis on essaye vraiment d'être avec eux pour faire l'activité. C'est sûr, il faut que tu la fasses en même temps qu'eux pour leur montrer. Sinon, des fois, la compréhension n'est pas pareille. Ouais. Puis tu as dit, mettons, la peinture, mais c'est quoi les autres genres d'activités que vous faites? On essaie vraiment de jouer sur tous les sens. Fait que le goût, l'ouïe, on touche un peu moins. Mais le goût, la vue, vraiment la motricité fine puis globale, on essaie aussi de plus en plus l'inclure. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec le pinceau, par exemple. La ça motricité. Va pas être comme ça, là, ça va être de même, puis ça va être fort. Fait qu'il faut quand même essayer de les accompagner à dire plus doux. Tout le temps les ramener à on y va doucement pour qu'ils prennent plus leur temps aussi. Parce qu'en 3 minutes, tu peux être fait là, ton coloriage. Ça va être une couleur partout. Ils veulent s'en débarrasser, fait ils vont fort. C'est ça. OK. Puis là, on a un peu dévié du sujet avec les activités, mais on parlait du spectre, puis moi, j'avais une petite question. Selon vous, ça serait quoi, mettons, les deux extrêmes? Du cas le plus lourd au plus léger, mettons, si vous pouvez donner des exemples, justement, autant pour nous que pour les personnes qui vont regarder le podcast, qui ne le savent pas nécessairement. Ben, moi, je vous dirais comme... je sais pas si on parle de colo, cet exemple-là peut bien correspondre, mais on voit dans certains cas qu'il n'y a pas de connexion avec l'environnement. L'usager, la personne, elle vient, elle fait sa routine, mais entrer en relation. On s'entend que les autistes font très peu de eye contact, pardon pour mon anglicisme, mais de prise de contact par les yeux, mais il y en a certains qui sont fonctionnels, puis ils se trouvent des trucs, puis j'en parlais avec certains, et j'ai vraiment aimé leurs trucs, parce que moi aussi, des fois, je suis comme dans quel œil que je regarde. Ils disent, il ne faut pas regarder les yeux, il faut regarder en haut du sourcil pour avoir l'air de regarder les yeux, puis que l'autre personne ne pense pas que je l'écoute pas. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour une personne autiste, avoir les yeux dans les yeux, si on veut. Il va parler, puis il va te regarder, il va regarder par là, il va regarder par là, mais il va quand même t'écouter. Donc, dans le non-fonctionnel, c'est vraiment une personne qui est très, très, dans son monde, j'ai pas de meilleurs exemples. Donc, il ne sera pas en mesure je regarde avant de traverser la rue, faut que je sorte de la maison, puis c'est glacé, je fais attention, je mets les pieds. Elle va pouvoir avoir il peut avoir de l'automutilation, se taper, il peut avoir plusieurs formes, mais ça, je dirais, c'est parmi certains cas assez lourds qu'on a connus. Puis dans les moins lourds, c'est que ça peut être son état de non-compréhension au niveau des relations sociales emmène l'anxiété. Mais ça reste qu'il a des bonnes notes, ils peuvent même être très, très... un Asperger, là, il va avoir un taux de réussite au niveau de la classe, assez une grande capacité d'apprentissage, il va avoir des intérêts qui vont l'emmener très, très loin, mais des fois, l'aspect social, la compréhension des normes sociales est moins là. Mais c'est quand même, il peut quand même faire une carrière. Il y en a des médecins qui sont autistes, il y en a dans plusieurs domaines. Fait qu'un cas lourd, si on veut, égale pas nécessairement à non-fonctionnel et non-verbal, si je comprends bien de ce que tu dis. Ben, en général, c'est vrai qu'on peut retrouver quand même quelqu'un de fonctionnel, même si c'est un cas lourd. Fait qu'elle a quand même de la difficulté, mais on le voit pas. C'est pas visible comme un handicap qu'on peut plus voir. Fait que c'est comme plus difficile de voir que la personne, c'est vraiment un cas lourd. Peut-être que c'est une phase dans sa vie aussi que c'est plus difficile. OK.
ça ramène pas mal au spectre que ça peut vraiment changer. Ouais. Les extrémités, c'est dur à dire. C'est jamais la même chose. Ouais, c'est ça. Ben, j'aime beaucoup ton exemple, justement, de l'échelle avec les Mhm. couleurs. Je trouve que ça permet aussi de bien situer, tu sais, de l'échelle de 1 à 10, mais de haut en bas aussi, Mhm. ça varie de tout ça. Je me demandais si on avait d'autres choses à dire par rapport au spectre, parce que sinon, on pourrait passer à un autre sujet. Ben, tu sais, dans le sens, là, on a parlé d'un cas Mhm. plus lourd, un cas moins lourd, ça pourrait ressembler à quoi? Mais Je dirais qu'en temps normal, dans la vie de tous les jours, ça va bien. Ça va vraiment bien. Mhm. Et à un moment donné, il arrive une difficulté. Puis là, il va avoir peut-être que l'autisme va peut-être se faire plus remarquer. On ne voit pas. Mais lui, sa gestion à l'intérieur va peut-être être plus difficile. OK. Sa gestion émotionnelle, par Mhm. exemple. OK. Puis vous, au centre de jour, vous intervenez plus auprès de quel type, généralement? On a plusieurs profils différents. Ouais. C'est ça. Mais la majorité sont pas... ils vivraient pas en appartement, mettons. OK, sont non autonomes. OK. Puis comment que vous intervenez avec eux dans la vie de tous les jours? Tu sais, y a-t-il des trucs, des conseils? surtout pour nous, en tant que futurs intervenants, Ouais. dans quelques mois, ça serait quoi conseil à donner? Le numéro 1 conseil que je donne pas mal aux stagiaires quand ils viennent, c'est laisse-toi du temps. Mhm. Même si tu lis le cartable, parce qu'on a un cartable de l'usager, fait que tu vois tout de comment il peut interagir, c'est quoi ses déclencheurs pour une crise, puis tout ça. Faut pas que tu le connaisses par cœur, parce que le cartable, peut-être qu'il va pas te dire vraiment ce qu'il va faire devant toi. Aujourd'hui, C'est ça. dans le Fait que ici et maintenant. c'est ça. Mhm. Puis il faut vraiment être dans le ici et maintenant, c'est bien que tu le dises, parce que avec eux, c'est là. Mhm. Pas Ben oui. tantôt, puis c'est quand tantôt sinon. Fait qu'il faut que tu Mhm. mettes un timer pour la collation dans ton temps et tout ça. Fait qu'il faut vraiment que tu apprennes à les connaître, mais laisse-toi un temps quand même parce que c'est très difficile d'entrer en relation des fois avec eux. Puis être douce, là, vraiment, pas arriver puis crier. Des fois, Ouais. ça les vient les confronter, puis ça demande qu'est-ce qu'elle fait. Ben, les bruits aussi, là, ça peut être un... J'ai le mot en anglais, je vais le dire. Un deal breaker. Ouais. Ça vient déclencher quelque Ouais. chose, des fois, là. Mhm. Les bruits forts, effectivement. La sonnette de la porte. Oui. On a réalisé à la fin de l'été environ, quand Mhm. il y avait du monde qui arrivait, les gens ils sonnaient. Mm. Puis il y en a que ça vient les chercher quand même. Là. Pourquoi ils sonnent? C'est qui aussi, là? Pour savoir Mhm. c'est qui s'en vient. Tandis que, tu sais, c'est quand même la confidentialité qu'on veut. Fait qu'on ferme souvent les rideaux quand c'est des gens, on veut pas qu'ils voient les usagers. Fait qu'ils voyaient même pas c'est qui, puis ça sonnait. Fait qu'on a mis une affiche de pas sonner, de cogner à la place. Mhm. Comme ça dérange un peu moins les personnes. C'est une bonne alternative. Puis je pense que ton idée, c'est ton truc de dire aux stagiaires, donne-toi du temps. Mhm. C'est tout à fait vrai. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que tu dois être de l'eau calme. Mhm. Oui. Ils sont très, très sensibles à l'énergie que l'on dégage, même si on n'a pas l'impression, une journée qu'on est plus fatigué, un peu plus, si on veut, tanné de les routines, de Mhm. bureau, etc., ben, ils vont nous filer. Ils vont Mhm. vraiment s'imprégner de ce qu'on dégage et ça peut impacter leur journée, ça peut aussi les déstabiliser. Puis on utilise plusieurs outils. Tu as parlé tantôt des pictogrammes, on a une routine imaginée, on a un timer qui te permet d'avoir la notion du temps en image, Mhm. visuellement pour aider. Le calendrier est un outil pour les préparer aux activités qu'il va y avoir du mois. Puis c'est de l'observation. Mhm. Beaucoup d'observation parce il y a beaucoup de non-verbal. Quand on prend le temps de les connaître, le non-verbal, ben, ça va nous aider à intervenir auprès d'eux. Avec le temps, on apprend aussi à connaître un peu leurs déclencheurs. Ouais. On parlait. Mais oui. Fait que des fois, juste dire 2-3 mots, on sait que la personne, ça se peut que ça pète dans pas long. Mhm. Fait qu'on met des choses en place pour pas que ça pète. Puis si ça pète, c'est pas grave, dans le sens que faut que ça sorte des fois, le surplus d'émotions aussi. Vous allez gérer la crise rendue là, s'il faut. Mais je Ouais. pense que c'est beaucoup d'apprendre à les connaître aussi, tu sais. Des fois, il y en a qui sont non-verbales, mais que, tu sais, si tu apprends à les connaître, ils disent des sons, des gestes, que là, tu peux comprendre qu'est-ce qu'ils disent. C'est comme moi, mon frère, tu sais, il est pas non-verbal à 100%, mais comme, tu sais, si moi, 24 heures sur 24, je comprends tout ce qu'il dit. Mais Annabelle, qui vient une fois chez nous, une fois de temps en temps, elle comprend rien, là. Non, ouais, c'est Fait que, ça. tu sais, c'est juste de prendre le temps puis d'observer, comme vous avez dit. C'est ça, puis d'apprendre à connaître les personnes
individuellement Oui. pour la personne qu'elles sont et non pour le trouble qu'elles ont, si je peux dire. Mhm. Ouais. Puis, tu sais, là, les deux, vous avez choisi de travailler pour la SAD, justement, mais c'est quoi que vous aimez de travailler avec cette clientèle-là? C'est quoi qui vous fait vibrer dans tout ça, mettons? Qui vous motive à aller Ouais. travailler le matin. Ben moi, ma motivation quand j'ai commencé pour la Société de l'autisme, c'était suite au parcours que j'ai vécu avec mon fils. Mon fils, il aurait pu, il n'a pas le diagnostic, mais si j'aurais allé voulu en chercher un, il cotait sur certains niveaux. Claudie l'a quand même vu. Moi, j'avais quitté mon précédent travail pour m'occuper de lui pendant 2 ans. Je faisais un travail à temps partiel, mais c'était vraiment pour pouvoir aider mon fils à passer au travers de sa journée d'école. Et là, maintenant qu'il va mieux, honnêtement, c'est un gentil petit bonhomme aujourd'hui. Il travaille fort. Là, quand la société cherchait une directrice qu'on m'a approchée, pour ça, j'étais comme, ah ouais, si je suis capable de... Si moi, j'étais capable de passer au travers puis de comprendre, je suis la meilleure personne pour comprendre ce que les familles, puis comprendre ces usagers-là avec leurs besoins. Donc, ça est Puis le fait qu'on travaille dans une maison qui est comme une continuité de leur domicile, c'est très le fun. C'est chaleureux. Ouais, c'est le fun. Pour ma part, moi, j'étais dans le réseau avant, à Matagami. Fait que faire la route et tout ça, ça me tentait un peu moins. Ouais. Puis j'avais déjà travaillé pour le camp pendant que j'étais à la technique. Puis j'aimais quand même vraiment ça, l'approche. Puis même si c'est routinier, c'est vraiment pas routinier. C'est bizarre de dire de même, mais même si tu as une routine puis tu sais que l'enfant ou la personne adulte va la faire, sa routine, toi, tu le sais que tu vivras pas la même journée. Non. Fait que moi, c'est un peu un challenge. Je vois ça tout le temps comme « Ah, c'est le fun de venir travailler. » Puis j'haïs ça être chez moi pour me tourner les pouces, moi. Fait que être chez moi avec d'autres personnes que je fais juste être là dans leur quotidien, on dirait que ça fait ma paix dans un sens. Là. Oui. Puis est-ce que c'est un domaine dans lequel tu aimerais poursuivre après ton bac? C'est sûr que oui, mais comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les challenges et tout ça. Fait que là, en ce moment, j'essaye de peut-être plus aller vers plus santé mentale. Il y en a quand même beaucoup chez les personnes autistes. Mais oui. Mais juste focus sur la santé mentale, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. OK. Cool. C'est le fun. Puis, je me demandais, dans le quotidien, au centre de jour, c'est quoi, on en a parlé aussi tantôt avec les activités, mais c'est quoi les jeux, les outils qui pognent le plus? C'est quoi leur plus gros intérêt? C'est sûr, c'est une question large parce qu'ils sont tous différents, mais généralement, là. J'ai tendance à répondre à la lecture. Ouais. La lecture est vraiment une activité, un loisir que je vois chez plusieurs au sein de notre centre de jour. Il y en a un qui a l'écriture aussi, mais en fait, l'écriture pour plusieurs aussi, que ça rentre dans leurs activités préférées. Là. Oui. Et les ateliers cuisine, on a toujours preneur. Oui, on l'a découvert quand même assez récemment que pourquoi on fait pas autant de cuisine. Fait que là, on essaie d'inclure à chaque semaine presque une activité de cuisine, puis ils aiment ça autant apprendre puis comprendre comment qu'on fait pour faire des biscuits, tu sais. Ça permet de pratiquer la dextérité, l'autonomie, ça développe vraiment beaucoup de choses, là. Puis c'est le goûter fun. à des nouvelles choses, des nouvelles saveurs. Pour eux, c'est quand même difficile des fois. Fait que des fois, il y a des journées plus fragiles qu'on n'est pas sûr si ça va passer, si c'est bon ou pas bon. Juste la semaine passée, on a essayé de faire de la crème glacée, puis nous, on a détesté la texture. Mais l'usager, il a adoré ça, puis nous, on était genre, ben voyons donc. On était sûr que ça allait pas passer. Les goûts sont dans la nature. Avant qu'on termine, j'aimerais ça savoir, par curiosité, est-ce que depuis que vous travaillez pour la SAT, vous avez entendu des préjugés ou des fausses croyances que vous aimeriez les plus gros préjugés démystifier? Que vous avez entendus, Oh, mon Dieu. Tu sais, c'est pas nécessairement juste en travaillant à la SAD, mais juste en général, tu sais. Ben, moi, il n'y aurait pas un préjugé, mais il y a une situation que certaines familles vivent qui me... Puis Claudie est au courant que les deux, on grinçait des dents. C'est que, tu sais, l'autisme, c'est pas... On voit pas qu'une personne est autiste. Et on peut pas voir qu'il y a besoin d'un accompagnement. Mais là, il y a certaines familles qui sont... Nous, on a loué le gymnase, la piscine du cégep pour notre clientèle le dimanche. Et il y a certaines familles qui se sont retrouvées devant l'incompréhension de d'autres familles d'avoir un petit garçon qui accompagne sa maman dans les vestiaires. Mais l'enfant a besoin d'accompagnement. Il est peut-être grand, mais il n'est pas en mesure de penser aux étapes que nécessite de changer. Pas le faire tout seul. Voilà. Et ils ont dû quitter les vestiaires et aller ailleurs par l'incompréhension et par la non-inclusion de notre clientèle. Alors moi, ça,
je comprends pas encore qu'en 2025, alors qu'on parle de faire des toilettes mixtes dans des écoles, Mhm. qu'on n'accepte pas qu'une maman vienne avec son enfant. Je veux dire, je crois que on peut-tu faire confiance à la maman et au jugement de cette maman-là? Ouais, c'est ça. Moi, c'est surtout à ce niveau-là. Et le fameux vaccin qui donne l'autisme, c'est non. Ouais. C'est non. Ça n'a pas d'allure. Moi, souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, mais il a attardé. » Ah. Il a attardé, mais Mhm. c'est quoi ta définition d'un attardé? Puis c'est quoi vraiment, c'est quoi l'autisme? Tu sais, souvent, les gens sont comme « Ah, mais lui, il est autiste. » Mais pourquoi tu dis ça de même? Sur quoi tu te bases pour dire Mhm. ça? C'est Ouais. ça. Fait que, Mhm. à moins qu'ils connaissent bien le questionnaire du diagnostic, chapeau, là, mais même moi, je pourrais pas le remplir. Mhm. Là. Fait que les chances qu'une personne comme ça dise « Ah, il doit être autiste parce qu'il il manque un petit retard de langage ou Ouais. quelque chose », c'est quand même challengeant des fois. Mais oui. Mhm, Si je peux me effectivement. permettre, moi aussi d'en nommer un, parce que j'ai été témoin de plusieurs. Moi, je pense que la chose à chaque fois qui me fait vraiment grincer dedans puis qui vient m'affecter, c'est quand le monde, ils se traitent entre eux d'autistes. Comme « Ah, t'es bien con, t'es bien autiste. Ouais. Je suis comme... Une insulte. Ça n'a pas d'allure. C'est pas parce que la personne est autiste que tu dois en profiter pour utiliser ça comme insulte. Genre, on dirait à chaque fois, j'en reviens pas. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde là, au secondaire. Je l'ai entendu vraiment beaucoup. Bien qu'encore aujourd'hui, des fois, je l'entends, puis je suis comme « Ah, t'es bien autiste. » Mais je suis comme « Non, c'est pas une insulte, là. Les personnes autistes, c'est comme les personnes que j'ai le plus trouvé attachants au monde. Tu sais, ils sont meilleurs qu'ils ont payé les petits gars de hockey, genre, tu sais. Fait que je suis juste comme... Ça me met en maudit. Ouais. Ouais, je comprends. Puis je pense qu'il y a aussi, corrigez-moi si je me trompe, là, mais beaucoup de gens qui confondent l'autisme de la trisomie 21. Fait qu'ils peuvent croire que l'autisme, ça apparaît, tu sais, dans le Mhm. physique de la personne, mais vraiment pas, là, Non. pas du tout. Hein. Non, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup encore d'incompréhension sur ce que c'est une personne autiste et qu'est-ce que ça apporte aussi à cette personne-là comme difficulté et des fois des plus grandes réussites aussi. Là, je dis, c'est pas juste des difficultés. Moi, il y a eu un préjugé que, vu que l'autisme, ça en fait de plus en plus parler, c'était comme si l'autisme, tu étais automatiquement un surdoué. Ouais, moi aussi, je l'ai entendu, celui-là. Mais ça veut rien dire. Voilà, ça peut être tout autre. Tu peux être surdoué et avoir d'autres difficultés ailleurs. Tu sais, en fait, je pense qu'un autiste, c'est toute une personne. C'est un ensemble de personnes qui sont tout autant différentes. C'est pas parce qu'on est autiste qu'après ça que l'autre me ressemble nécessairement. Non, Non, c'est exactement. Vu qu'on frôle un peu le sujet, je me demande qu'est-ce que vous en pensez du monde qui s'auto-diagnostique parce qu'ils ont vu des affaires sur Internet de tel effet, puis que moi aussi je fais ça, ça veut dire que je suis autiste. Fait qu'ils adoptent dans leur quotidien qu'ils sont autistes, mettons. Ben, la notion de s'étiqueter est vraiment grande là, Mhm. dans notre société. Là. Fait que, puis en plus, avec TikTok, Ouais. je sais qu'est-ce que tu veux dire, là, parce que sur TikTok, il y en a tellement qui disent « Ah, mais je fais ça comme telle personne. » J'ai des tocs, donc je suis autiste. Genre, je suis C'est comme... ça. Mais Ok. tout le monde est différent, puis même nous, moi, Mhm. là, quand j'ai réalisé que je travaillais avec eux, puis il y avait tant de tocs, ben, je me suis dit « Peut-être que j'ai des ressemblances. » Mais ça veut Mhm. pas dire que je suis une personne autiste pour autant. Là. Je veux Non. dire, on a toutes nos petites rigidités, nos C'est des ça. petites passes aussi plus anxieuses. Fait que là, on se met plus de choses rigides dans notre routine aussi. Là. Fait que des fois, c'est sûr de trouver un diagnostic, ça peut rassurer la personne. Ouais, c'est sûr. Puis s'auto-diagnostiquer, c'est jamais bon. Fait que faut tout le temps aller voir un professionnel. pour Ouais. ça. Mhm. Puis je pense que tu l'as bien nommé, Caroline, tantôt aussi, là, il y a des particularités qui sont pas seulement uniques aux personnes Non, autistes. c'est Tu- ça. Je peux avoir certaines rigidités en étant typique, puis ça veut pas dire que je frôle le syndrome. Voilà, Non, c'est tout ça. à fait. Si la personne a un besoin de se déclarer comme autiste, ben, je lui conseille d'aller se faire diagnostiquer. Puis il va pouvoir avoir des mesures d'adaptation en conséquence s'il en a Exactement. le besoin. Mhm. Mais on ne peut pas faire d'autodiagnostic. C'est un cheminement bien plus long. Je sais qu'il existe en ligne des formulaires Mhm. de Suis-je autiste? suis-je autiste. Ça peut te donner un enlignement si tu as besoin d'un diagnostic, Mhm. mais ça veut Ça même ne donne si pas le tu- diagnostic. Voilà, il Mhm. faut vraiment avoir une personne spécialisée dans le domaine. Mhm. Puis, avant de conclure, je pense que ça serait pertinent de savoir qu'est-ce que vous donnerez comme conseil, justement, à la population en général de comment t'agis si t'envoies une personne autiste, puis quoi faire, quoi ne pas faire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jugements, juste peu importe, on fait des sorties comme activité avec mon frère, je m'en vais à l'épicerie, tu sais, c'est juste beaucoup de jugements, donc qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, mettons?
c'est sûr, c'est une grosse mission, puis on sera jamais à 100% Ouais. dans le non-jugement, là, mais tu sais, le podcast, c'est aussi pour ça, pour justement sensibiliser la communication, la population, pour qu'il y en ait moins, justement, de préjugés, puis de regards croches à l'épicerie parce que mon frère fait une crise, genre, dans l'allée des céréales, comme... Mhm. Il y a tellement de conseils. Oui. Oui, voilà, tout à fait. Mais je crois que mon premier conseil serait, vous vous retrouvez dans une situation que vous ne comprenez pas. Par exemple, il y a une maman qui a un enfant qui pète une crise. Mais quand j'ai un enfant, un adolescent, pourquoi pas aller la voir, dire, avez-vous besoin d'aide? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous allez bien? Mhm. Parce que c'est pas nécessairement... Tu sais, on s'entend que la maman qui vit ça ne veut pas vivre ça, là, Non. et c'est hors de son contrôle. Alors, le fait de lever la main, de dire, je suis là si tu as besoin d'aide, au lieu de faire comme, il n'est pas indiqué son enfant, désolé pour le ton, mais c'est vrai, là. Mhm. Arrêtez de juger juste en voyant. À la place, posez-vous des questions. Regardez autour de vous. Est-ce que la personne qui vit ça est-elle en contrôle? C'est la même chose que pour une personne autiste qui peut être fonctionnelle, mais là, elle est au magasin puis ça ne fonctionne plus. Elle est en crise d'anxiété. Pourquoi pas juste, hey, est-ce que je peux t'aider? Puis des fois, pas tout de suite aller toucher une personne parce que Non. moi, je suis la première, là, quand quelqu'un que je connais pas me touche pas, j'aime pas ça. Alors, imaginez quelqu'un qui est très, très sensoriel, hyper sensoriel, toutes les textures, c'est une agression sur sa peau. Mhm. Avoir une main d'un inconnu, je le conseillerais pas non plus. Ça peut déclencher une crise encore Ça peut plus grande. empirer, là, ouais. Moi, mon conseil, ça serait plus de pas se situer comme un expert. Mettons, même nous, on travaille avec les autistes, puis on connaît pas toutes les formes d'autisme, puis même si on connaît beaucoup de choses, on n'est pas des experts de ça non plus. Là. Fait que quelqu'un qui sait que son enfant est autiste, puis qui rencontre une autre maman qui a un enfant autiste, de peut-être pas prendre le rôle de l'experte qu'elle connaît tout non plus. Là. Avant de conclure, est-ce qu'il y avait un sujet ou quelque chose que vous auriez aimé aborder qu'on n'a pas parlé aujourd'hui? Ben, dans le fond, nous, est-ce que... Après. OK, Excusez. c'est correct. c'est pas Ça va être dans le 4e épisode. Ouais. Vous irez voir. Ben, en fait, moi, je dirais que pour toute personne qui vit avec un enfant autiste, un proche autiste, un ami autiste, arrêtez d'avoir peur. Accueillez la différence. Ouais. Prenez-la puis trouvez-la belle. Parce que toute personne, puis là, je mets tout le monde, là, aucun diagnostic, là, tout le monde rentre dedans, on est tous différents puis on est parfait comme ça. Ça serait la seule chose que j'aurais à dire, en fait. C'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Claudie? Non, je pense que c'est bon. Parfait. Ben, pour vrai, merci les filles d'être venues à notre podcast. On est très reconnaissante d'avoir pu discuter avec vous aujourd'hui. Mais merci de l'invitation. Merci.